Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Captain Fantastic. Be welcome to the Q&A for the movie Captain Fantastic. Merci d'accueillir le réalisateur du film, Mr. Matt Ross. Ça marche? Good. Okay. Merci. Merci. I mean, hopefully, yeah. Yeah, it works. I can hear it. It works. Je tiens à vous rappeler de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux, et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous faire passer le micro. Thank you to turn off your mobile phones or put them on silent mode, and please raise your hands so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur. Bonjour. Il y a un film français de 1936 qui s'appelle La Belle Équipe, qui est une utopie sur une société socialiste menée par des ouvriers et qui échoue. Et à la fin du film, la dernière phrase du film, le héros dit « C'était une erreur, c'était une belle idée. C'était une belle idée, mais elle a échoué. » Dans votre film, il y a une phrase que prononce le personnage principal qui est « C'était une belle erreur, mais c'était une erreur. » Alors, naturellement, le film se poursuit après cette phrase. Mais j'aimerais savoir quel crédit vous-même vous accordez à cette phrase-là. I think I understood 80% of it, but I want to make sure I don't miss anything. So Yeah, I of want course. you No to problem. tell me everything, because I think I understood most of what he said, but This, I want to. this gentleman talks about a French movie from 1936, La Belle Équipe, the original title. Unfortunately, I don't know the English title, but well. A movie talking about a utopia, you know, a socialist society, and at the end, I mean, there is a dream, you know, that they try to turn into a reality, but at the end they fail. And like one of the last sentence, or maybe the last sentence of the movie is, it was a beautiful idea, but it failed. And in your movie, one of the last sentence, actually, the last sentence is, it was a beautiful mistake, but it was a mistake. And what is your take on that sentence? I'm going to answer also in English, because if I answer in French, je parle comme un enfant, so that's bad. So I'll do that in English, and if you don't understand, we can translate. The film that you mentioned, I have not seen, so I'm not referencing that film. The phrase that you mentioned, Vigo improvised. That was not written. Whether the utopia fails or doesn't fail is, I hope, is open to your interpretation. I can answer whether I think their social experiment failed or not. I don't think that he's given up any of his values at all at the end of the movie. Now, I say this and I want everyone to have their own interpretation, so it's unfair of me to answer it, because in a way I'm negating anyone else's interpretation, which is bad. I think films can ask a lot of questions, and it is up to you to discern and draw your own conclusions. Any film that tells you what to think or feel at all times, I think, is a lesser film. You know, I think that films are fairly poor mediums for delivering any kind of message. I don't think that's the way to deliver a message. I mean, there's the famous Samuel Goldwyn quote where it's, you know, if you want to deliver a message, send a telegram, and I believe that. Don't make a film, write an article. But I think films can ask a lot of questions, not necessarily answer them, but give you a lot of information so that you can draw your own conclusions. Now, my conclusion, which I will tell you, but my conclusion is that he does not give up his values. That the reason why it failed was because of his own blindness to certain things that were happening within his family. And the first and foremost is the mental illness of his wife. The second is the socialization of the children. Clearly, you see over the course of the film that the children are not entirely socialized. They're not around children of their own age, and there are certain negative repercussions of this. Whether he could continue to live in the forest and change that, I don't know, maybe. But in this particular narrative, I thought that for me, it's about evolution, and that for all of us to adapt and change and evolve and to acknowledge our own mistakes is a sign of maturity. And so in a way, it's a story of not just transformation, but of maturation, of maturity. So, Le film dont vous avez parlé au départ, it's all right. Le film dont vous avez parlé au départ, moi-même, je ne l'ai pas vu, nous dit Matt.
Et la phrase que vous venez de citer, c'est une phrase en fait que Viggo Mortensen, le comédien donc le principal du film, a improvisé sur le tournage du film. En ce qui me concerne, nous dit-il, je pense que si l'utopie donc qui est le thème central du film, cette utopie, si elle échoue au final, ou si elle réussit, est-ce qu'elle échoue ou est-ce qu'elle réussit, finalement, c'est laissé à la libre interprétation de chaque spectateur, c'est laissé à votre libre interprétation. Donc, en ce qui concerne l'expérience sociale qui est racontée dans ce film, Matt nous dit qu'il pense que le personnage joué par Viggo ne laisse pas tomber ses valeurs, il ne trahit pas ses valeurs. Mais encore une fois, c'est son avis à lui personnel et il ne veut surtout pas imposer cette interprétation au spectateur. Encore une fois, chaque spectateur est libre d'interpréter cela de telle ou telle manière. Alors bien sûr, le film pose des questions, mais il nous dit qu'en ce qui le concerne, lorsqu'il voit un film et que le film essaye vraiment très fort de vous dire, alors voilà comment vous devez penser, voilà comment vous devez envisager la chose, voilà comment vous devez comprendre cette histoire, en ce qui le concerne, ce n'est pas la bonne manière de faire passer quelque chose, de faire passer un message. D'ailleurs, à ce sujet, il se rappelle d'une citation célèbre de Samuel Goldwyn, de Metro-Goldwyn-Mayer, Samuel Goldwyn qui disait « Si vous voulez faire passer un message, envoyez un télégramme, plutôt que d'essayer de le faire passer avec un film. » Donc sa conclusion à lui, à Matt, c'est qu'encore une fois, le personnage de Viggo Mortensen ne trahit pas ses propres valeurs et que s'il échoue, ce n'est pas au niveau de ses valeurs, il échoue plutôt par cette espèce d'aveuglement qu'il a face, par exemple, à la maladie mentale de sa femme, face à la socialisation de ses enfants qui ne sont pas sociaux du tout, qui n'ont pas du tout été en contact avec d'autres enfants, d'autres adolescents. C'est là qu'il a échoué, c'est là qu'il a fait des erreurs, encore une fois en ce qui le concerne. Mais c'est un film sur l'évolution, c'est un film sur la maturité, c'est comme ça qu'il a voulu l'aborder et le présenter. Et c'est comme ça qu'il espère que vous le comprendrez. Une deuxième question, monsieur ici. Ensuite. Bonjour. Bravo d'abord pour votre film qui a une puissance poétique incroyable. C'est une petite transition avec ce que vous venez de dire concernant Viggo Mortensen. Il était venu présenter à Palooza et nous avait expliqué un petit peu comment il rentrait dans le rôle. Alors comment on travaille avec un acteur qui a une telle puissance, je dirais, intellectuelle et aussi physique. Voilà, quel est son apport dans le film. Merci. First of all, congratulations on the movie, which is very strong, poetically speaking. And the question is about the actor Viggo Mortensen. He was here, actually, a few years ago to present the movie Appaloosa. And there was a press conference right here, and he said during the press conference, I mean, we could understand during the press conference that he was a very intellectual kind of actor. But at the same time, he has a very high strength emotionally and also physically. And probably it was interesting to work with this actor. So what is your take on that actor? Yeah, I've been a fan of his work since The Indian Runner, which is a film to Sean Penn. I think it's Sean Penn's first film. It's a beautiful movie, and Viggo is extraordinary in it. And I've followed his career. I know him now. I did not know him then. I just knew what you know from films. For me, he was my first choice for the film because, well, a couple things. One, he brings a gravitas and an integrity to everything he does. I think he's a great artist. He's not just an actor, he's a writer and a photographer and a painter and a poet, and he's a complex thinker. And we define ourselves by the people we collaborate with whom we collaborate, and also selfishly as a filmmaker. In a way, Viggo is a statement of artistic intent. This is the kind of film I want to make. These are the kind of people I want to work with. So that's why I chose him. And you know, today I count him as my friend, and I wish he could be here because he would speak about the film as well. But I think I answered your question. Did I? I think so. Pretty fairly. En ce qui me concerne, je suis un vrai fan, un véritable admirateur de Viggo Mortensen depuis que je l'ai vu dans le film Indian Runner, qui était le premier film de Sean Penn.
Et bon, alors évidemment, je le connais maintenant. Et avant, je le connaissais, mais je le connaissais comme vous tous. C'est-à-dire, j'avais vu ses films, j'avais vu son travail, et je l'admirais. Maintenant, je le connais. Et c'est vrai que c'était mon premier choix en tant que réalisateur sur le casting. Mon premier choix pour ce personnage, c'était Viggo Mortensen. Viggo Mortensen est un acteur qui a une véritable intégrité, qui apporte de la gravité dans tous les personnages qu'il interprète. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait. C'est également, en tant que personne, c'est quelqu'un de très complet. Il est comédien, bien sûr. Il est également photographe. Il est également poète. Enfin, il fait énormément de choses. Et c'est vraiment très intéressant. Et moi, je considère, nous dit Matt, que ce qui nous définit en tant que personne, c'est également les personnes dont on s'entoure, les personnes avec lesquelles on travaille. Et je pense que c'était vraiment important pour moi de m'entourer de personnes comme Viggo Mortensen. Aujourd'hui, Viggo Mortensen, c'est mon ami, nous dit-il. J'aurais vraiment aimé qu'il soit présent parmi nous aujourd'hui pour qu'il puisse lui aussi vous parler du film. Mais bon, il est retenu ailleurs et je pense que s'il avait été là, ça aurait été très intéressant. I'll say one other thing, if I may, about Viggo. Film is a collaborative medium. You know, we honor the director, especially if they write the film. It begins with them. But the truth is, you bring many artisans and craftspeople into the environment, and you collaborate with them. I get to say, no, I don't want to do that, or I don't like that. Ultimately, for me, it's about exploration in front of the camera. And Viggo becomes a central collaborator, just like Stéphane Fontaine, just like one of my producers, just like the costume designer, the set designer. We're all reflecting on the script. And so it's imperative that the lead actor is someone that I respect. And then why wouldn't I bring in a great mind to play with the thing I wrote? And I can always say, I don't think that's a good idea, but let's try it, you know. But yeah. Et je voulais également préciser que le cinéma, c'est un art réellement collaboratif. On travaille énormément en tant que réalisateur avec d'autres personnes. Ce n'est pas un film qu'on fait seul, c'est un film qu'on fait à plusieurs mains. Et en tant que réalisateur, bien sûr, dans les festivals, etc., c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre en avant le réalisateur, d'autant plus lorsqu'il a en plus écrit l'histoire. Mais encore une fois, c'est vrai qu'en tant que réalisateur, lorsqu'on fait un film, eh bien, on apporte avec nous beaucoup d'artisans, beaucoup de personnes qui vont venir apporter leur art et leur technique au profit du film que l'on est en train de créer. Donc, c'est vrai que moi, en tant que réalisateur, je pouvais dire parfois, alors ça, oui, c'est bien, ça, c'est pas bien, sur certains choix, mais encore une fois, les idées de chacun, les idées que chacun a apportées étaient vraiment importantes. Et les idées que Viggo a apportées étaient vraiment importantes. Et d'ailleurs, la plupart se retrouvent dans le film. Donc, j'ai travaillé de la même manière, nous dit Matt, avec le producteur Stéphane Fontaine. J'ai travaillé vraiment de la même manière avec quasiment toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film. Parce que pour moi, c'est vraiment important de travailler avec des personnes pour lesquelles j'ai du respect. J'ai besoin de respecter mes collaborateurs et voilà. Donc c'était la raison pour laquelle j'ai eu autant de collaborateurs respectables. Monsieur, oui, ici. Bonjour et merci pour les émotions et la réflexion que vous avez suscitées chez le public aujourd'hui. Et d'avance, félicitations pour le prix que vous allez recevoir ici à Deauville. Il y a quelques années, il y a le vice-président Al Gore qui était venu présenter Une vérité qui dérange, ici même à Deauville, et je lui avais posé une question. Je lui avais posé cette question, est-ce que la véritable vérité qui dérange, ça ne serait pas qu'il faille sortir du capitalisme? Et même si dans le film, vous montrez de manière très subtile les limites d'un retrait total de la société, je vous repose la même question. Est-ce que vous pensez que le problème, ça serait pas, et la solution, ça ne serait pas de sortir de ce capitalisme qu'on veut moraliser, ce qui sous-entend qu'il est amoral? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième question, c'est comment, aux États-Unis, on peut critiquer le capitalisme. Voilà. OK. So first of all, thank you for all the emotions and the reflection that your movie brought today, and congratulations in advance for the award you are going to get for this movie next week. And this gentleman says that a few years ago here we had Al Gore, the vice president of, at the time of the United States, and he came with this documentary. And the question... Al Gore, the one who was supposed to be president.
Yes, right. You know, one who but, should have but been we're not going president. to count The one who won. votes. Yes, yeah, yes. yeah, you know. And this gentleman asked him the question. Your movie talks about a disturbing truth, and somehow the disturbing truth in this would be: do you think that we should get out of capitalism? Do you think this is the truth, which is actually disturbing everyone? At the time, that was the question. And now, after watching your movie, the gentleman says that, do you think that the solution today, once again, do you think the solution would be maybe that we should get out of capitalism as a way of being, living, and working? Do you think this is the problem? Capitalism is the problem, according to you? Do you think this is the message that would come out of your movie? And actually, the second part of the question is it hard today to criticize capitalism in the US? How can you criticize capitalism in the US? Well, the first question, I don't have a counter proposal. I mean, we can all look around the world, and there's no functioning communist country that seems to be, I mean, if you look to China, that doesn't seem to be any better. Certainly not North Korea. So I don't know. Capitalism is obviously entwined with democracy, we see, right? I mean, almost every democratic country, with whether it's a parliamentary democracy or not, functions as a capitalist country, it seems to me. It's a broken system. I don't have a solution. I think that the solution has to be the separation, which some countries have, between business and politics. I can't speak eloquently about France, but I can tell you about the United States. And in my estimation, the problem is that most law is influenced by corporations, right? That we have given rights to corporations as people, and corporations, through their lobbyists, affect law. And so consumer protection does not exist the way it exists in Western Europe or Japan. It simply does not. So that system is broken. You cannot run for president unless you're very wealthy or you're supported by major businesses. So of course you're going to be in the pocket of those businesses. You see that on a state level as well, and probably on a county level or even on a city level. So it's a broken system. I think that in the United States, one of the biggest problems is that we have a two-party democracy. We can sit here and argue about whether or not a parliamentary democracy functions. I lived in Italy a long time ago, and every 5 minutes the government would rise and fall and rise and fall. But at least it forces you to have coalitions. At least it does. And now if you look at what's happened, certainly under the Republicans, they're obstructionist. They don't want to govern. Well, they want to govern themselves, but they don't want to share the governance. That's not functioning whatsoever. I don't see how we could ever have a parliamentary democracy. I mean, that would be lovely. It's a nice fantasy. So I'm relatively pessimistic. I think that I don't have an alternate solution, but certainly the film is critical of a capitalist system. Frankly, it's a larger discussion than I can probably provide here, but do you want to answer that, and then I'll answer the second question? Okay. And then the second question was about the film criticizing capitalism. Well, I think I don't think my film is the only film that does that. Even this year now, I mean, I saw Hell or High Comancheria, and the Comancheria asks questions about the banking system in the United States and reflects on it. I mean, certainly the family depicted in the movie is an outsider family, so the way they reflect on the larger culture is the way I reflect on it, and probably the way that other countries would reflect on it. I think the birds are coming to kill us. It's like a Hitchcock movie, which is a good movie. Look, frankly, I think it's only an issue in terms of capitalism, in terms of wanting to sell the movie. That anytime you make something that's forceful or idiosyncratic to the point that you're potentially alienating a certain portion of the audience, then that affects your box office. If you care about that, then you make certain kinds of movies, which the American studio system makes, and they're forced down your throat every day, and you see them. You go to the multiplex. Anytime you're making something, and I don't think the film is frankly even that controversial, but anytime you're making something that criticizes the larger culture, there's going to be some kind of financial
impact on that. You know, in the United States, we talked a lot about, when in terms of marketing the film, are people in red states going to see it, meaning Republican states, as opposed to blue states, you know, meaning Democratic states? Are they going to see the movie? And they did. They did. Ultimately, I think the film, I try and make the film not apolitical, but I don't wish it to be a political screed, because I think that's reductive. And again, it's the same thing I said before about telling you what to think. Or I think the film can show, and then you then draw your own conclusions from what it's showing. You know, for me to say capitalism is bad, or corporations are bad, or that our larger culture, that everyone's obese, and you know, that our, you know, that's reductive. I mean, there's parts of it that are true, but it's not the only part of it. Does that make sense? À vrai dire, je n'ai pas de contre-proposition par rapport au capitalisme. Je ne sais pas exactement quoi faire en face du capitalisme, pour être tout à fait précis, nous dit Matt. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque l'on regarde dans le monde les pays communistes, par exemple, est-ce que vraiment ça fonctionne si bien que ça? Matt nous dit, j'en ai pas vraiment la sensation, j'ai pas l'impression. On regarde en Chine, par exemple, c'est pas parfait, et en Corée du Nord, là, c'est encore pire. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'on parle d'une démocratie, de ce que l'on entend donc par le terme démocratie aujourd'hui, démocratie moderne, eh bien, c'est un peu imbriqué avec le capitalisme. Toutes les démocraties actuelles sont des pays capitalistes qui fonctionnent sur le système capitaliste. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas bien, clairement. C'est un système qui est brisé, qui est cassé. Mais je n'ai pas la solution. Peut-être que la solution, ce serait la séparation claire et nette de l'État, des choses de l'État et du business, de l'argent, du monde de l'argent. Peut-être que ce serait la solution. Mais il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels ce genre de solution est appliqué, dans lesquels ce genre de solution fonctionne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aux États-Unis, la plupart des lois qui sont votées sont des lois qui sont influencées par les grandes corporations, par les grandes sociétés. Parce que les grandes sociétés, les grandes corporations, eh bien, ils ont énormément d'agents de lobby, des gens qui font du lobbying auprès des politiques. Et puis évidemment, ils arrivent à faire passer des lois qui les arrangent, etc. etc. Donc forcément, c'est un peu rongé dès la base, quoi. Et ça ne fonctionne pas. Faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, comme vous le savez probablement, si vous voulez être président des États-Unis d'Amérique, eh bien, si vous êtes quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent et qui n'est pas copain avec beaucoup de boss de grandes entreprises, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et l'argent, ben voilà, on le trouve auprès d'entreprises qui vont vous demander quand même de penser à eux lorsque vous serez élu. Donc, dès le début, ça ne marche pas. Les États-Unis, c'est un pays, c'est une démocratie, mais une démocratie dans laquelle il y a deux partis. Et ça, c'est absolument terrible, surtout quand on se rend compte qu'un des partis, par exemple, pour ne pas le nommer le Parti républicain, refuse systématiquement de cohabiter avec des membres de l'autre parti. Donc c'est vraiment un parti contre l'autre, à chaque fois. C'est une opposition qui est épouvantable. Et pourtant l'opposé peut marcher, même si c'est un peu chaotique. Matt nous dit qu'il y a quelques années, il vivait en Italie. Et en Italie, bon, bien sûr, c'est pas parfait, mais enfin, il y a quand même des coalitions qui sont possibles, il y a des mélanges qui sont possibles, encore une fois, des choses qui ne sont absolument pas possibles aux États-Unis, encore une fois, pour le refus de partager qui caractérise les membres du Parti républicain, le Parti rouge, en opposition au Parti bleu, le Parti des démocrates. Et donc, il est assez pessimiste parce qu'il pense que ça ne fonctionnera pas. En ce qui concerne le film, pour revenir donc au film plus précisément, le film, oui, évidemment, c'est un film qui critique le capitalisme. Mais ce n'est pas le seul film qui critique le capitalisme. Il y a beaucoup de films et beaucoup de documentaires. Il se rappelle notamment d'un documentaire qu'il a vu il y a très peu de temps qui, de nouveau, parle encore de cette espèce de collusion qui existe entre le monde des banques, le monde des affaires et le monde politique. C'est vraiment un sujet qui est très, très actuel, un sujet d'actualité clair. Mais c'est vrai que la famille qui est décrite dans le film que vous avez vu aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des personnes qui vivent clairement en dehors de la société et qui donc ont un regard extérieur sur la société et un regard qui est aussi un peu le sien, puisque c'est vrai qu'il a beaucoup réfléchi à cela, mais il n'a pas voulu trop appuyer ce discours dans le film, parce qu'il nous dit que lorsqu'un film, aussi, c'est aussi la difficulté de faire passer des idées par rapport avec un film, c'est que lorsqu'un film prend vraiment parti
vraiment parti dans une direction plutôt qu'une autre, que c'est très clair, que c'est vraiment mis en avant, eh bien, quelque part, on sait par exemple que ce genre de film ne va pas du tout marcher. Parce qu'un film, par exemple, un documentaire, un film, que sais-je, qui critique, on va dire, les idées les plus largement répandues auprès du grand public, eh bien, forcément, ce film-là, le grand public va le rejeter quelque part, puisque c'est un film qui va dire clairement aux gens ce que vous pensez, c'est pas bien, etc. Donc, prendre parti de manière vraiment trop forte et trop explicite, c'est pas toujours très bon. C'est la raison pour laquelle c'est plus intéressant de faire voir une situation et de surtout pas dire aux spectateurs voilà comment il faut penser, voilà ce que j'en pense, etc. Non, de laisser, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début de cette conférence de presse, de laisser l'interprétation, la libre interprétation aux spectateurs. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Son film n'est pas un film politique, en tout cas, il a essayé de ne pas en faire un film trop politique parce qu'il pense que ce serait de toute façon réducteur. Et encore une fois, pour lui, ce qui était vraiment important, c'était de décrire une situation et de vous laisser le libre choix de l'interpréter comme vous le désirez. Alors, je vais prendre une autre question et ce sera la dernière. Oh, yeah, sure. I'll say one last thing about that, just so it's clear. I think that I don't mean to avoid the political conversation, but for me, it's a human drama, really. And there are my politics in the film. I think it's very clear what my politics are, and I think the film is very clear. But it's, again, I'm more interested as a filmmaker in the human story and the human drama, and that is just like mental illness is in the film, communal living, homeschooling. There are many elements that make up the fabric of the film, the politics of the family. But really, it's the central human drama that moves me and that I'm most interested in. So. Oui, bien, pour vraiment préciser le fond de sa pensée, il voulait également dire que Matt en lui-même n'est absolument pas opposé à la discussion sur les idées politiques, à mettre en avant ses idées politiques, etc. Pas du tout. Au contraire, il est tout à fait ouvert à la discussion et à la controverse. Mais encore une fois, il veut appuyer le fait que pour son film, en l'occurrence, le film que vous avez vu ce matin, pour lui, c'était vraiment le drame humain qui était le sujet principal du film, le centre de ce qui l'intéressait vraiment. Alors bien sûr, les tensions, les thèmes politiques transparaissent au travers de cette histoire. Mais encore une fois, le pivot central de l'histoire, c'est ce drame humain, tous les thèmes du film, par exemple le fait d'être à l'école, à la maison, etc., etc., ce genre de choses assez complexes, c'est ça vraiment qui l'intéressait, le drame humain au cœur du film Captain Fantastic. Une dernière question, madame, tout au fond là-bas. Attends, avec le micro, c'est quand même mieux. Moi, j'ai trouvé le film magnifique, hein, honnêtement. Je l'ai trouvé top, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai ressenti très fort que plus qu'un problème politique, et puis que ce soit le système capitaliste ou un autre système, pour moi, le problème profond dans l'histoire, c'est la liberté de l'homme devant n'importe quel système. Et donc, dans votre film, il y a la capacité de se poser des questions, de penser autrement, de discuter. Et puis, la question fondamentale pour moi, c'est la liberté de l'individu face à n'importe quel système et face aussi aux préjugés autour. This lady says that she thinks, first of all, the movie is a magnificent movie, so congratulations on that to begin with. And she thinks that much more than the political problem and everything, all that kind of issues, the real problem that is depicted in the movie is the freedom of man. The freedom of man in facing any kind of system, actually. Whatever the system, the freedom of asking questions and to think in another way and to live in another way, that is actually really challenging for a man today in a modern world, a modern society. And what do you think about that? Actually, at least in the United States, I disagree. I think that there's freedom to do whatever you want, but I think that the problem is that we're not encouraged to focus or care about the things that matter. That there's a book from the 1980s, and it was about television by a man named Neil Postman called Amusing Ourselves to Death. And I think that's the issue, actually. And Noam Chomsky talks about it with regard to sports. I think that most people are so disconnected from their politics, from their politicians. They don't understand how their government functions. They don't know how they don't know how to influence it. And that's actually not about freedom, it's about distraction. I think that most of us, and I include myself, care more about seeing a film or watching a football game or whatever it is we do and reading than being involved in the actual fabric that would influence our life.
think that you look around and everyone is focused on other things. I don't think, I mean, you know, yes, I mean, we can get into the question. I mean, if you're actually an activist on some level, if you're really involved on a deep level, then yes, we can get into questions of surveillance and police oppression, and this breaks down racially and economically in the United States. But I think there's a degree of freedom. I don't think people embrace the freedom generally. I think that's much more of an issue than a lack of freedom, you know, at least in the United States, as I perceive it. So. En fait, je dois dire que quelque part, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que, en tout cas aux États-Unis, parce que Matt nous dit, je ne peux parler que de ce que je connais bien. Aux États-Unis, vous êtes vraiment libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous, quelle que soit la chose que vous voulez faire, vous pouvez le faire. C'est au contraire un pays très libre. Mais quelque part, c'est un pays, entre guillemets, trop libre dans le sens où vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais personne ne vous encourage à vous intéresser vraiment à ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire que vous êtes libre de faire n'importe quoi et quelque part, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Les gens sont tout à fait déconnectés des politiques, de la manière dont on peut vraiment modifier le monde qui est autour de nous. Les gens, et lorsqu'il dit les gens, il s'inclut lui-même dans les gens en question, sont beaucoup plus intéressés à regarder un film, lire un bouquin, voilà, tout ce genre de choses, tout ce genre de distractions, plutôt que de s'intéresser réellement aux problèmes fondamentaux et surtout à la manière dont on peut réellement faire bouger les choses de manière positive et significative. Et donc, aujourd'hui, eh bien, quand les gens parlent de liberté, ils parlent surtout de distraction. Ils veulent être libres de se distraire. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Il y a énormément de distractions, de films, d'entertainment, ça n'arrête pas. Mais vraiment s'intéresser aux vrais problèmes et aux vraies solutions, ça c'est quelque chose qui malheureusement n'arrive pas. Parce que les personnes, encore une fois, sont plus intéressées par les films, que par la politique. Alors bien sûr, il y a ici et là, il y a des activistes, des personnes qui essayent vraiment de s'intéresser aux choses importantes, qui sont réellement investis dans les problèmes de politique, dans les problèmes de surveillance, dans tout ce qui se passe avec la police, avec les problèmes raciaux aux États-Unis. Mais dans le grand ensemble, les habitants des États-Unis notamment, eh bien, ils n'ont pas conscience du fait que cette liberté qu'ils ont, ils devraient l'utiliser avec un peu plus de réflexion et de manière un peu plus intelligente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. You see pockets of it. You see pockets of it. I mean, with Black Lives Matter, and there are other organizations that break up. That appear, and but I don't see young people. I mean, you have it in France more than we do. I mean, you have. It tends to be left, I think, right? The striking about the trains or whatever. You have strong unions, and we don't in the same way. And so I think it depends on who we're talking about, but I don't see a lot of it with young people younger than myself. I mean, people in their 20s. I think Bernie Sanders had a promise and galvanized people in a certain way who thought they were going to change things. But, you know, I didn't see a lack of freedom. You know, their voices were heard. It's just, again, it comes down to probably capitalism, you know, and that is closer to the problem than the lack of freedom, you know, I think. Bien sûr, il y a de temps en temps des sursauts qu'ils voient aux États-Unis, notamment avec le mouvement Black Lives Matter qui avait lieu notamment sur la côte ouest, enfin sur les deux côtes en fait aux États-Unis il y a quelques mois de cela. Mais une véritable réflexion soutenue, un véritable investissement personnel de la part des jeunes, notamment aux États-Unis, ça, il ne l'a pas vraiment vu. Et à la limite, il l'a plus vu en France récemment. C'est vrai que, comme il dit, en tout cas, il a ressenti comme étant en France, en général, c'est surtout des jeunes, et surtout des jeunes de gauche, en général, qui vont dans la rue, qui manifestent, qui demandent un changement, qui demandent quelque chose. Mais aux États-Unis, il a pas vraiment assisté à ce genre de prise de conscience, de prise de position. Il y a eu des promesses qui ont été faites pour la jeunesse, notamment de la part de quelqu'un comme Bernie Sanders, le candidat malheureux à la gauche américaine. Mais encore une fois, ce n'était pas un problème de liberté, parce qu'au contraire, il a vu, il a assisté, il a été témoin d'une véritable liberté aux États-Unis. On pouvait vraiment dire ce qu'on voulait et faire ce qu'on voulait. Mais encore une fois, il dit que ce n'est pas ce manque de liberté apparent, ou que sais-je, qui serait le problème. Et on en revient encore à ce qu'on disait au tout début de cette conférence de presse. C'est peut-être encore une fois le capitalisme qui est à la source de pas mal de soucis aujourd'hui
aux États-Unis et un peu partout ailleurs. Voilà, cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Thank you very much. That was very serious. Got very serious.